Dans l'histoire, le sport n'a rendu que 8 athlètes milliardaires. Chacun de ces sportifs a eu un impact générationnel sur sa discipline en devenant plus grand que son sport, au point que leurs noms sont devenus des marques, ce qui leur permet de prospérer financièrement longtemps après la fin de leur carrière. Quand on zoome un peu, on voit qu'ils ne sont issus que de 5 disciplines: foot, golf, basket, tennis et boxe. La question que j'ai envie de vous poser maintenant, c'est, selon vous, de quel sport non présent sur cette liste viendra le prochain milliardaire? Eh bien, j'ai de fortes raisons de penser que ça va être le MMA. Le MMA ou arts martiaux mixtes en français. Un sport de combat 5 disciplines. Ces dernières années, la popularité de l'UFC, la fédération numéro 1 du sport, n'a cessé de s'accroître et se rapproche désormais dangereusement de celle de la boxe. Le MMA en tant que sport est construit pour le spectacle. C'est la discipline réglementée qui s'apparente le plus pour le spectateur à une bagarre telle qu'il pourrait en vivre un jour dans sa vie. Ce qui lui donne un attrait très primitif. Ça fait appel à quelque chose d'animal en nous qui nous donne envie de découvrir l'issue d'un combat. Par opposition à la boxe, qui est à la base d'ailleurs déjà le noble art, donc l'inverse de la bagarre. Il ne veut absolument pas que les boxeurs soient perçus comme des bagarreurs, tandis que l'UFC a réussi la prouesse de trouver une façon présentable de montrer de la violence à l'état brut, ce qui lui ouvre un marché théoriquement aussi large qu'il y a de nombre de paires de poings dans le monde. Ce sport, il a déjà produit ses premières stars, mais comparé aux fédérations historiques, l'UFC reste un nouveau-né. Il n'a engendré pour l'instant qu'une seule icône, bien loin derrière ses concurrents et leur ribambelle de stars. Eh bien les amis, où est-ce que je veux en venir avec tout ça? C'est que je vois un sportif dont je trouve la candidature intéressante. Il parle français, il frappe fort, et ce n'est pas Kylian Mbappé, vous l'avez évidemment vu en miniature, c'est Cédric Doumbé. Au Cameroun, ça se prononce Doumbé. Doumbé, avec un accent grave. Cédric Doumbé. C'est évidemment un ovni par les chiffres, mais aussi et surtout par les valeurs qu'il représente, dont on va voir qu'elles peuvent lui offrir un marché qui est beaucoup plus large, qui n'a jusque-là jamais été adressé par les précédentes icônes sportives. Mais le sujet est un petit peu plus compliqué qu'il n'y paraît, parce que cette place d'icône du MMA, elle a déjà été prise par un certain Conor McGregor, qui pourrait lui aussi faire son entrée dans ce fameux classement. Parce que oui, malgré son succès planétaire, ce clochard ne vaut que 200 millions. Mais il y a un aspect de la marque personnelle de Cédric, qu'on va découvrir ensemble, qui le rend encore plus marketable selon moi que Conor. Et c'est loin de se résumer à du trash talk. Il y a un business qui fit parfaitement avec ce que Cédric représente. Donc dans cette vidéo, nous allons disserter ensemble sur la question suivante: Cédric Doumbé peut-il devenir le Michael Jordan du MMA? Faisons une petite pause. Qu'est-ce que ça veut dire devenir une icône de son sport? Selon moi, il faut qu'il y ait 3 facteurs réunis en même temps. Il faut que la personne en question domine sa discipline sportivement parlant. Il faut ensuite qu'elle utilise ses performances pour créer une marque associée à son nom qui va dépasser le sport en question. Et ensuite, utiliser cette marque pour construire un business à 1 milliard. Voilà, c'est simple, non? J'espère que le tuto vous a plu, vous pouvez acheter ma formation. Alors commençons par une petite présentation du boug. Cédric Doumbé est né le 30 août 1992 à Douala au Cameroun avec un fer à repasser au bout de chaque bras. Un fer à repasser, même si tu le poses doucement, ça fait mal. Il brille d'abord en kickboxing, notamment au Glory où il est 7 fois champion du monde, tout en subissant très peu de défaites. Il fait ensuite sa transition vers le MMA, beaucoup plus lucratif et médiatisé. Son premier combat a lieu le 1er novembre 2021. Il l'emporte avec un KO au premier round. Il monte ensuite les échelons jusqu'à atteindre le PFL, l'un des rares rivaux sérieux de l'UFC. Tout au long de son ascension, il se distingue par un usage extrêmement maîtrisé des réseaux sociaux, qu'il utilise savamment pour promouvoir ses combats. Et plus récemment, il est transporté vers le grand public lorsqu'il assène un KO monumental au bout de 9 secondes au fameux Jordan Zebo, une performance qui surprend Mbappé lui-même. Je vous avais dit quoi? Mais bon, jusqu'à là, des excellents combattants qui savent faire le show, on a déjà vu. Ce qui rend Cédric spécial, c'est que depuis le début, c'est une marque. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce qu'Apple mettait des milliards pour vous faire passer le message qu'ils sont innovants? Eh bien, c'est pour faire appel à vos émotions et vous donner envie d'acheter leurs produits quand bien même vous n'auriez pas cru aux fonctionnalités de l'iPhone. Ce qui ouvre pour la firme californienne un marché beaucoup plus large que les amateurs de tech. Eh bien, c'est la même chose avec Cédric. En construisant sa marque personnelle, il s'est ouvert à un marché beaucoup plus grand que les fans de sport de combat. Je sais qu'il y a mes gars qui regardent la Ligue des Champions. Je sais qu'il y a certains de mes gars qui regardent la Formule 1. Je sais qu'il y a mes gars qui regardent MotoGP. Bon, c'est pas trop mes gars ceux-là, mais ils regardent quand même. Ce qui attire l'attention chez Cédric, c'est pas juste le fait qu'il soit fort à la bagarre. C'est d'abord ce qu'il est. Et pour mieux comprendre ce qu'il représente, j'ai fait appel à un expert en marque personnelle. Mathieu, c'est le CEO de Linker, une agence du groupe Kodak que je préside. Lui, son travail, c'est de développer les marques personnelles des dirigeants d'entreprise. Donc forcément, le cas Cédric Doumbé, ça l'intéresse. Alors si je dois expliquer le succès de Cédric Doumbé sur sa marque personnelle, je crois que c'est pour une raison simple. C'est un gladiateur 2.0 des temps modernes. Qui est-ce? On le surnomme Doumbé. J'aimerais lui parler. Un gladiateur, c'est quelqu'un qui est professionnel, qui combattait à l'époque de la Rome antique auprès des foules pour gagner sa vie et parce qu'il n'avait souvent pas d'autre choix. Et c'était aussi considéré comme un art martial. Pourtant, vous remarquez bien que on n'est pas sur une même marque personnelle comparée à Benoît Saint-Denis, qui est souvent le héros, ou alors à l'anti-héros Conor McGregor. Pourquoi? Parce qu'en fait, Cédric Doumbé, c'est un peu différent. Il a la particularité d'être entre le gladiateur
et le bouffon du roi. Sa première spécificité, c'est qu'il a compris comment faire le spectacle. En étant provoquant, il double en fait la taille du marché adressable. Il arrive quand même à faire allumer la télé à des gens qui ne le regardent que pour le voir perdre. C'est comme si je vous disais qu'il y avait la moitié des téléspectateurs d'un match du PSG qui étaient des fans de l'OM, qui étaient juste là pour s'assurer que PSG perde bien son match. Ça fait que l'audience de Cédric Doumbé, ce ne sont pas ses fans. Et c'est pour cette raison qu'il arrive à distancer tous les autres combattants de la catégorie MMA en France, qui ont parfois des accomplissements sportifs qui sont plus grands que les siens. Ça fait 1 an qu'il a lancé sa chaîne YouTube, il a plus de 300 000 abonnés. À titre de comparaison, le français Morgan Charrière, ça fait 6 ans qu'il a sa chaîne YouTube, il a 135 000 abonnés et il a fait 50% de vidéos en plus que Cédric. Et pourtant, il a presque 3 fois moins d'abonnés. Sur Instagram, il a 2 fois plus d'abonnés que Benoît Saint-Denis, qui est pourtant propulsé aujourd'hui dans le top 15 de sa catégorie à l'UFC. Et il a déjà fait plus de 10 millions d'impressions sur Twitter cette semaine. Personne ne fait ces stats-là, c'est stratosphérique. Mais c'est pas la force. Mais Cédric, c'est pas parce qu'il est détesté qu'il est unique. Il y a plein de gens qui l'ont fait avant lui et Floyd Mayweather était l'un des boxeurs les plus haïs de la planète. En gros, ce qui marche avec Cédric, c'est pas juste qu'il a le sens de la provoque, qu'il met des KO ou qu'il est drôle. C'est qu'il est tout ça en même temps. Ça donne un personnage qu'on a du mal à mettre dans une catégorie. Mais là, si vous suivez, vous vous dites que cette définition, elle correspond aussi parfaitement à Conor McGregor. Provoque, puissant, drôle, c'est pas nouveau non plus. Mais Cédric a un attribut de sa marque personnelle que Conor n'a pas. C'est qu'il est humain. Il est entre l'ange et le démon. L'ange, pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un, il en parle souvent, et c'est partie de sa marque personnelle, qui est aussi engagé dans la religion. Il parle beaucoup de sa foi. C'est quelque chose qui l'aide pendant les combats, et ça lui permet aussi de fédérer une communauté autour de valeurs. Ça plus la partie ange. Et on sait qu'il a aussi la partie démon. Sur le trash talking des adversaires, sur le fait de se moquer d'attributs physiques ou intellectuels. Ce qui fait que c'est un personnage très controversé et c'est pas manichéen en fait. C'est pas un mec qui va passer ses journées à faire des phrases sur le fait qu'il faut travailler dur. Il joue pas vraiment au jeu des sportifs mainstream qui est depuis devenu très stéréotypé. Cédric, c'est l'archétype du champion des années 2020. Lui, il a pas envie d'aller s'entraîner, il souffre pendant le cutting, il a beaucoup de mal à se priver de bonne nourriture et il parle régulièrement de la pression qu'il porte sur les épaules. Tout ça le rend à la fois très exceptionnel et très normal. Il brise la distance qu'il y a habituellement entre un sportif de son calibre et des fans, ce qui lui permet d'avoir un discours beaucoup plus brut et cru qu'un Kylian Mbappé qui est beaucoup plus média-traîné. Ça se respecte. C'est ton choix. Il n'y a pas de tension, hein. Tranquille. Il me regarde. Question suivante. La conséquence de ça, elle est simple. C'est que, vu qu'il est capable de s'engager et de partager du contenu très personnel et plus clivant que les autres, il obtient les rewards en termes de communauté et de visibilité. Il prend plus de risques que n'importe quel sportif en France parce qu'il sait que la seule conséquence qu'il pourra se prendre dans la tronche, c'est une patate au round 2. Et ça, tout le monde l'attend au tournant. Et c'est aussi pour ça qu'on le suit. Il y a autant de gens qui veulent le voir gagner que de le voir perdre. Donc si on récapitule, Cédric, c'est l'évolution ultime du marketing de Conor McGregor. Aux yeux du grand public, il a exactement toutes les mêmes aptitudes, mais en plus authentique, ce qui en fait un produit marketing extrêmement puissant. Le problème, c'est qu'on ne devient pas Michael Jordan juste en étant un bon publicitaire. En fait, si j'ai commencé par vous parler de son marketing personnel, c'est parce que c'est souvent ce qui fait défaut à la majorité des sportifs. Parmi tous les produits entre guillemets bien marketés, seule une infime minorité deviennent des business qui valent 1 milliard. Un très bon exemple à ce sujet, c'est Mike Tyson. Malgré une carrière incroyable et une brand planétaire, il n'a jamais fleuri en tant que milliardaire. C'est parce qu'une carrière à la Jordan, ça se construit sur 3 plans. Sportif, marketing et financier. Et dans chacun de ces domaines, Cédric a encore des choses à construire. Quel est le point commun entre tous les milliardaires de la liste ? C'est qu'ils ont gagné. Même plus que ça, ils ont tout gagné. Il n'y a aucune discussion possible sur chacun d'entre eux sur le fait qu'ils ont survolé leur sport. Son premier challenge, c'est de démontrer qu'il est pertinent dans un sport grand public. Et c'est pour ça que j'ai choisi de faire un focus sur le MMA, c'est parce que c'est le prochain sport qui, selon moi, a le potentiel de devenir grand public. Et donc qui risque d'apporter son lot de milliardaires. Et au moment où j'enregistre cette vidéo, Cédric n'a pas encore eu l'occasion de le prouver. Il l'a très vite compris et il s'est dit, autant prendre des réels plombiers en réalité, tu vois. Du coup, il a pris des plombiers. Il les a mis KO avec des beaux KO parce que même si tu mets KO un plombier, ça reste spectaculaire et les gens ils kiffent. Pour ça, quoi qu'il en dise, à moins qu'il y ait une recomposition de la densité des talents entre les fédérations de MMA, il n'a pas vraiment d'autre option que d'aller à l'UFC, là où sont présents les vrais challengers de sa catégorie. Il y avait plusieurs raisons sur le choix du PFL. De 1, l'attrait financier. De 2, c'est l'avenir, donc c'est un choix de carrière. De 3, on savait qu'on aurait ce qu'on voulait, c'est-à-dire devenir champion, ensuite aller chercher des adversaires de qualité qui sont à l'UFC. Et c'est pas dit que ces adversaires de qualité ne viennent pas au PFL. Deuxièmement, il faut qu'il gagne, mais pas n'importe comment. Son travail dans son ascension, c'est d'en profiter pour construire sa légende. Il faut qu'il développe ses moments cultes, comme The Shot de Michael Jordan, ou le retourné de Ronaldo contre la Juve. En fait, il faut simplement qu'il reproduise ce qu'il a fait à Jordan Zemo, mais dans un combat à enjeu. C'est ce que McGregor a fait lorsqu'il a affronté José Aldo dans un choc pour la ceinture et qu'il l'a mis KO en 13 secondes. Cédric doit construire ses highlights, ces moments qui vont traverser les époques. Et ça correspond pour l'instant à son style de combat.
Maintenant, si on prend un peu plus de hauteur, il faut qu'il arrive à construire sa carrière et ses combats comme des histoires. Il l'a très bien fait avec un adversaire qui pourtant n'avait choisi de pas s'engager dans une démarche de trash talking. C'est comique, c'est ridicule. Il va falloir qu'il arrive à créer quelque chose de nouveau à chaque fois pour continuer à rassembler son public. Je trouve qu'ils se répètent un peu maintenant, ils deviennent de moins en moins marrants. C'est toujours la même chose. Faut qu'ils se renouvellent un peu. Et c'est en analysant ça sous le prisme du storytelling que je suis pas aussi dithyrambique sur le fait qu'une défaite pourrait arrêter sa carrière. Dans une histoire d'un héros, on s'attache beaucoup plus à lui quand il perd. Il y a aussi beaucoup de milliardaires sur la liste qui ont eu des défaites cuisantes. En revanche, ce qui est très spécifique au MMA, c'est qu'il faut pas trop perdre. On l'a vu avec ce qui s'est passé avec Alexander Volkanovski, qui était considéré comme l'un des meilleurs combattants du monde, et à qui il a fallu seulement 2 défaites par KO pour qu'on le pousse vers la retraite. Bon démarrage. Il est tendu. Les sports de combat sont certainement les sports les plus durs avec la défaite, mais c'est aussi l'occasion de créer des histoires de comeback. Ça sera un nouveau storytelling pour ses fans. C'est exactement ce qui s'est passé avec Conor McGregor lorsqu'il a perdu pour la première fois contre Nate Diaz. Il perd, tout le monde doute, il revient, il prend sa revanche. Ça, c'est une histoire sportive qui marque les esprits. Ça veut donc dire qu'il y a potentiellement un moment dans la carrière de Cédric dans lequel ça sera intéressant, ou du moins moins grave, de prendre une défaite. Évidemment, tout dépend de la manière. Tu penses que ton engouement médiatique, comment est-ce qu'il suivrait si jamais il y avait une défaite qui se produisait? Parce que ta marque est beaucoup construite sur le fait que Cédric Doumbé il gagne. En soi, ce que je dis toujours aux gens, j'ai jamais rencontré quelqu'un de meilleur que moi dans le ring, dans la cage. J'ai jamais perdu vraiment. Je pense que oui, le public survivrait à une défaite de Cédric Doumbé. Pourquoi? Parce que là derrière il y aura un storytelling, tu vois. Le champion déchu qui revient, qui s'entraîne dur pour reconquérir son trône, c'est magnifique. Et les gens veulent le voir, ceux qui m'aiment et ceux qui m'aiment pas. Par contre, 2, 3, 4 défaites, c'est compliqué. Et enfin, toujours d'un point de vue sportif, il va falloir qu'il arrive à trouver son némésis, son ennemi juré, celui qui va catalyser sa croissance. J'enregistre cette vidéo avant le combat, mais à moins que l'opposition soit très dure et serrée, je ne suis pas sûr qu'on reparle de Doumbé contre Baki dans plusieurs années. À la place de Cédric, j'irais plutôt trouver quelqu'un qui est très bien installé et avec lequel je pourrais avoir 2 à 3 ans de trash talking avant d'organiser un affrontement. C'est un peu ce genre d'histoire qui nous a été vendu dans l'affrontement entre Pereira et Adesanya. Ils s'étaient déjà rencontrés en kickboxing dans lequel Alex Pereira avait mis Adesanya KO. Lors de leur première rencontre en MMA, Pereira a remis KO Adesanya qui était alors le roi de la division, mais lors du rematch, c'est Israel Adesanya qui a mis KO Pereira. Ce genre de scénario, ça marque l'histoire. Je suis en route pour écrire l'histoire du sport français, l'histoire du sport mondial et surtout l'histoire de Cédric Doumbé. Donc on pourrait par exemple espérer que Murtel Gronart, ses anciens adversaires en kickboxing, se mettent au MMA. Ça serait la reproduction parfaite de scénario. L'effet serait évidemment moins dramatique car il n'aurait pas été battu par KO, mais l'opposition serait quand même très marketable. Et le meilleur scénario, ça serait que ce soit quelqu'un de médiatiquement très visible et de stylistiquement très différent. En gros, il faudrait que Doumbé et un lutteur se parlent mal pendant 2-3 ans, ensuite ils s'affrontent, et là, coup de tonnerre, c'est en fait Cédric qui soumet le lutteur. Ça rentre dans la légende. Et vous comprenez que c'est difficile. Cédric Doumbé, monsieur. Mais c'est comme ça que l'UFC pense le matchmaking entre les combattants, parce que c'est leur business model, ils vendent du pay-per-view. Il faut donner envie aux gens d'acheter le droit de voir le combat. Donc ils utilisent toutes les astuces du playbook. Donc sportivement, il a encore du chemin. Mais si ces nouveaux succès adviennent, il va aussi falloir qu'il fasse évoluer son marketing, parce qu'il risque d'avoir des opportunités intéressantes. La première, c'est de s'internationaliser. On sait que Cédric Doumbé, il sait promouvoir des combats en anglais. Il l'a fait avec Murtel Gronart. Son vrai défi, ça va être de toucher une audience anglophone, sans perdre sa fanbase très solide francophone. Parce que pour l'instant, la façon dont Cédric market les combats, c'est via des gimmicks, des slogans, des insultes, des punchlines. Là, il va falloir qu'il réussisse à faire s'intéresser le monde entier à ces dingueries. Et il risque d'avoir le problème inverse, c'est que sa fanbase de français, ils comprennent moins bien l'anglais. Je vois mal une punchline en anglais devenir aussi populaire que le Jordan t'es mort. What can I say? Sa seconde opportunité, c'est de faire comme Michael Jordan, c'est d'atteindre les médias grand public. Je pense à Netflix, en fait, Cédric, il lui faut son Space Jam. Alors de notre époque, les contenus qui font le plus de vues sur des sportifs, c'est plutôt des documentaires, mais malheureusement sur Netflix, les combattants MMA ont pas la cote. C'est dommage parce que je pense qu'il y a un vrai premium à utiliser l'aspect comédien de Cédric pour produire des contenus très divertissants. Et les vrais se souviennent que Cédric est déjà passé sur Netflix. Bienvenue dans The Circle Game. Toc toc toc. Hasta la vista, baby. Et enfin, il a une troisième grosse opportunité marketing, qui est certainement la plus grosse d'entre toutes, c'est que pour une fédération, Cédric, il peut ouvrir tout un nouveau marché, c'est l'Afrique. Si Conor McGregor a gagné autant d'argent, c'est avant tout parce qu'il a offert l'Europe à l'UFC. Il a réussi à faire s'intéresser un peuple qui ne regardait pas le MMA à la fédération. C'est la stratégie de conquête de toutes les ligues. Quand le PSG recrute Lee Kang-in, c'est pour ses performances sportives, mais aussi parce qu'ils savent qu'en Corée, ça aura un retentissement énorme. Et donc aujourd'hui, l'Afrique pour l'UFC, c'est un marché qui est très mal adressé. Et toutes les fédérations essayent d'attaquer d'une façon ou d'une autre ce réservoir énorme potentiel de fans. Il a déjà été introduit par Kamaru Usman ou Francis Ngannou, mais tout reste à faire. D'autant plus que le PFL s'est déjà positionné sur ce continent, en nommant Francis Ngannou président du PFL Africa. Donc Cédric a le potentiel de se retrouver starifié malgré lui, parce qu'il sert les intérêts d'une fédération qui veut s'ouvrir à un nouveau marché. Ça veut dire qu'on pourrait lui donner encore plus d'attention médiatique. Mais d'un point de vue marketing, il y a aussi des gros risques. Le premier, c'est qu'il faut être 100% honnête, Cédric Doumbé aujourd'hui il surfe une hype, et souvent la hype part aussi vite qu'elle arrive. Le risque, c'est que toute son équipe soit prise dans une spirale de la surenchère, à toujours devoir offrir des matelas plus gros que les autres. Qu'est-ce qu'on va faire après le matelas? Comme je disais tout à l'heure, c'est je m'adapte à chaque adversaire. Le but, c'est pas de faire de plus en plus gros. Le but, c'est juste
que chaque combat soit spécial. Il n'y a pas un combat qui sera meilleur qu'un autre, il n'y a pas une opération qui sera meilleure qu'une autre. Il faut juste que j'arrive à m'adapter comme je fais toujours aussi bien et à trouver, on va dire, la chose qui fait que les gens vont s'intéresser à ce combat. L'enjeu va être de réussir à créer des nouveaux scénarios et de ne surtout pas tomber à court d'idées. Car dès le début de sa carrière, il a placé la barre en fait très haut. Bien sûr, je fais mon entrée, ça crie, Baki, t'es mort. On arrive à l'hôpital et ta chambre, elle est prête. Je voulais réserver, s'il vous plaît, une chambre pour un patient qui va venir dans la nuit du 7 mars. Ensuite, il est fort probable qu'à l'UFC, ils doivent marketer des combats contre des gens qui parlent pas très bien anglais. Ça, c'est un autre challenge. My English is little. Ensuite, sa hype, elle est cristallisée sur les réseaux sociaux. Sur ce sujet, il va aussi falloir qu'il trouve des nouvelles façons d'engager son audience. Et à l'échelle de 4-5 ans, le paysage social média peut totalement changer. Il y a 5 ans, c'était 2019, et par exemple, TikTok était tout bébé. Là-dessus, pour continuer à toucher son audience, qui est principalement constituée de 15-35, il a fait ce qui est selon moi un move de maître, c'est de s'être positionné sur Discord, évidemment je suis très biaisé. Et il se trouve, comme par hasard, qu'une autre agence du groupe que je préside en est à l'origine, c'est Netcord. Et donc je suis allé demander à Jules, son CEO, pourquoi est-ce que Cédric aurait un quelconque intérêt à faire un serveur Discord. On est parti d'un constat simple, les sportifs aujourd'hui, notamment dans le MMA où il y a des mois entiers entre deux combats parfois, leur engagement, leur hype, le moment où on va parler beaucoup d'eux, ça va être très lié à leur combat. Ça va être aussi très lié malheureusement à la monétisation qu'ils peuvent faire et donc combien d'argent ils vont gagner avec les partenariats ou avec divers produits qu'ils veulent vendre. Il y a un besoin en fait pour ces gens-là de rendre indépendant leur engagement des différentes organisations sportives ou tout simplement des différents algorithmes. Ça peut être YouTube, Instagram, etc. Et donc pour ça, on a besoin d'avoir une plateforme qui est non algorithmique et qui aussi permet beaucoup plus de proximité. Et donc là, ça va nous permettre non seulement de créer un lien unique avec sa communauté, et ça va lui permettre de garder un engagement assez constant en fait, et devenir un peu propriétaire d'une certaine manière de son engagement en dehors des périodes de combat ou de grands plans de communication autour de Cédric. Là, on a décidé de lancer une nouvelle chaîne Discord pour satisfaire la majorité des abonnés. Le deuxième grand effet, maintenant qu'on est propriétaire de cet engagement, de pouvoir le monétiser. Et donc pour ça, on utilise la monétisation de serveur Discord, donc qui est quelque chose qui est bien plus démocratisé aux États-Unis. Nous, on est, il me semble, dans les premiers acteurs à l'importer en France. Il y a une intégration qui est liée à Stripe. On va pouvoir permettre aux membres de payer par abonnement pour avoir accès à des canaux exclusifs, à des lives exclusifs sur le serveur, donc de pouvoir rencontrer Cédric, d'assister à un de ses entraînements. La team Discord, c'est comment Cédric Doumbé dans la maison. Contenu insolite, backstage, behind the scene. On est tous bilingues ici. Donc c'est une bonne force. Et en contrepartie, ça permet à Cédric de s'assurer une monétisation assez constante et un très bon engagement en fait de sa communauté parce qu'on a toute une stratégie d'engagement des abonnés premium du serveur de Cédric qui va nous permettre non seulement de garder assez constant leur niveau d'engagement mais surtout de l'augmenter. Et donc à la manière de Michael Jordan, ça va permettre à Cédric Doumbé d'avoir un impact qui est complètement indépendant de sa carrière sportive et de ses résultats au PFL ou à l'UFC pour devenir enfin une personnalité publique et non plus une personnalité seulement sportive. Rejoignez-moi sur Discord, on va bien se taper des barres de fou. Donc si je récapitule, Discord pour lui c'est l'opportunité d'engager sa communauté entre les combats, de bénéficier des mécanismes de monétisation qui sont d'habitude ouverts aux créateurs de contenu, avec un Discord payant, et d'avoir une partie de ses revenus qui est décorrélée de ses résultats sportifs. Parce qu'il n'y a pas que le risque de la défaite sportive. Le plus grand danger pour le marketing de Cédric Doumbé, c'est Cédric Doumbé. Médiatiquement, Cédric est beaucoup moins à risque d'un dérapage qu'un Kylian Mbappé. La société qui organise nos déplacements est en train de voir si on peut pas se déplacer en char à voile. Le MMA, ça vient avec une liberté d'expression qui est très supérieure à celle des autres sports. Et parmi tous les combattants de la fédération, Cédric est l'un des plus libres. On est très tolérant avec les dérapages parce qu'on sait que le trash talking fait partie du sport. Mais il y a quand même une situation récente où son franc-parler lui a apporté des emmerdes. Non, c'est quoi? Non, on parle pas de ça. Donc tout ça pour dire qu'il faut pas croire que les médias ne peuvent pas attaquer Cédric Doumbé sous prétexte qu'il part tout le temps en couille. Il y a quand même des limites qui en plus vont changer géographiquement selon les médias avec lesquels il va traiter. Ce qui est tolérable en France ne l'est peut-être pas aux US et inversement. It's fucking hilarious, but yeah. Donc pour récapituler, sur ce sujet marketing, Cédric il a tout pour devenir un champion mondial, c'est aussi parce qu'il est très bien entouré. David, son manager, est un ancien de Venom et Michel Augustin. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu beaucoup d'erreurs dans sa com. La question qu'il faut maintenant se poser, et c'est la plus épineuse, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser cette marque Cédric Doumbé pour créer un business qui vaut 1 milliard. Et c'est là où on va voir que ses points forts deviennent ses points faibles. Pour commencer, il faut rappeler que la spécificité des business de ces milliardaires sportifs, c'est qu'ils sont sortis depuis longtemps du business model de placement de produits. Ce qu'ils ont compris, c'est que s'ils voulaient vraiment devenir très riches, il fallait arrêter de louer leur marque personnelle. Et donc au lieu de prendre un chèque en échange d'une pub, ils prennent des parts des business dont ils font la pub. C'est plus risqué sur le court terme, mais quand ça paye, ça rapporte très gros.
Le premier suspect pour faire un bon business de sportif, c'est la marque de vêtements, ou alors le fait d'avoir une collection chez une marque très installée. Sur ce sujet, Michael Jordan et presque tous les sportifs de cette liste ont bénéficié d'un accélérateur. C'est souvent Nike qui leur a ouvert un marché énorme. Car la vraie valeur de cette marque, c'est qu'elle est capable de faire la transition d'une crédibilité sportive à une crédibilité grand public. On voit à la fois des gens qui portent du Nike pour faire leur séance de sport et dans la vie de tous les jours. C'est pour ça qu'elle vaut autant d'argent. Je suis pas influençable, mais si je mets ces baskets là, c'est parce que c'est stylé, parce que tu vois. Le problème aujourd'hui, c'est que toutes les marques qui ont la force de frappe financière de faire ce genre de choses-là sont fermées au MMA. C'est principalement lié à une raison, c'est que le marché du MMA aujourd'hui, pour ces grands acteurs, il est trop petit. Du moins beaucoup plus petit que leur segment historique. Le seul potentiel candidat, c'est Reebok qui sponsorise l'UFC. C'est pas la même force de frappe. Donc les probabilités sont assez faibles que Cédric Doumbé signe un contrat à vie avec Nike. Tout ça met en lumière l'un des problèmes de communiquer comme Cédric Doumbé. Ce qui lui ouvre la voie du public lui ferme la voie du chéquier des marques. Il est aimé parce qu'il est singulier, mais il est aujourd'hui trop singulier pour s'ancrer dans les canaux classiques de distribution des marques installées, celles qui pourraient le payer très cher. Il y a certains des propos qu'il tient auxquels les marques ne veulent pas être associées, et ça peut se comprendre, ce qui va le forcer à être un peu plus créatif. Ça, tout vient à point à ce qui sait attendre. La problématique qui en fait réduit le nombre d'options possibles, c'est qu'il faut choisir des marchés gigantesques. On parle d'1 milliard. Et Cédric, il deviendra pas milliardaire en rachetant les chichas El Nabil, ou alors en devenant actionnaire MMA Matelas. Il faut quelque chose d'ambitieux qui rentabilise toutes les parties de sa marque personnelle qui lui sont propres, qu'un business qui lui ressemble foncièrement. Ces aspects, je vous les rappelle, c'est quoi? C'est qu'il est fort en bagarre, qu'il est provocateur, drôle et humain. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on veut devenir milliardaire et qu'on a ces 4 compétences-là? Et bien pour moi, le business qui a le plus de chances de le rendre milliardaire, condition de passer les étapes précédentes dont je vous ai parlé, c'est de faire une boisson sportive. Et écoutez-moi jusqu'au bout, j'ai 3 raisons de le penser. La première, c'est que Monster et Prime ont déjà prouvé la compatibilité des energy drinks et des boissons, qu'elles soient énergisantes ou hydratantes, avec le MMA. Prime est aujourd'hui sponsor de l'UFC. Et pourtant, les fondateurs n'ont absolument aucune crédibilité sportive. Du moins pas de la taille de celle de Cédric. Et donc avec une boisson pas trop dégueulasse, tu peux rapidement devenir un acteur très dangereux. Parce que le marché pour ce genre de produit est gigantesque. What we did this year in internal revenue? You gonna tell me? 1.2 B. Yeah. $1 billion. I have to say I'm proud of it, all right? La raison numéro 2, c'est que ça scale très vite et très fort. Avec la notoriété que j'espère il aura acquis, il pourra s'ouvrir les chemins de la distribution physique beaucoup plus facilement. On peut prendre l'exemple de Liquid Death, qui atteint en quelques années une valorisation de 700 millions pour de l'eau en canette. De l'eau en canette, hein. En fait, en combattant à l'UFC, c'est quoi le vrai avantage? C'est qu'il va s'ouvrir directement tout le marché américain. Et la raison numéro 3, c'est la raison pour laquelle les marques de boissons sont des produits qui sont si attractifs pour les business qui doivent être lancés par des célébrités. C'est parce que c'est les goûts et les couleurs. T'aimes pas, c'est moins noir ou blanc qu'un logiciel qui est utile ou pas. On achète une boisson du moment que le goût est pas trop dégueulasse, mais surtout pour ce qu'elle représente. N'oubliez pas comment vous vous sentiez la première fois que vous avez bu du Red Bull. Ne mentez pas. Ça prouve bien qu'on peut vendre des trucs immondes mais bien marketés. Et à ce jeu-là, je suis sûr que Cédric peut être au moins aussi bon que Logan Paul et KSI dans leur campagne de pub. Il y a énormément d'idées marketing à exploiter, on peut voir un partenariat avec le PFL, et pourquoi pas même un combat avec un combattant qui est signé au PFL, c'est Jake Paul, le frère de Logan Paul. On pourrait essayer de créer un combat qui est une opposition des boissons, même si Jake Paul n'est pas directement actionnaire, c'est un truc qui pourrait marcher. Le summum du summum, ça serait de réussir à inclure dans le produit même et son marketing l'image plus humaine de Cédric, ce qui le rend si spécial. Ça pourrait être la boisson courage, celle qu'on boit quand l'entraînement est dur. Les possibilités sont énormes et c'est très proche d'un type de business qui a déjà rendu riche un autre combattant MMA, Conor McGregor, mais c'était du whisky cette fois. How do you like them apples? En somme, si on devait répondre à la question du démarrage, il y a évidemment pas mal de challenges à relever avant de rejoindre la liste des 8, si tant est que Cédric en ait envie. Ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'il y a le potentiel pour le faire. Ça peut merder à plein d'endroits du plan, mais c'est très rare d'avoir toutes ces choses-là chez un athlète. Cédric Doumbé, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est un produit unique. En tout cas, il va falloir voir ce chemin marche par marche, le premier étant d'obtenir la reconnaissance sportive. C'était Théo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Tchuss.